Bonsoir et bienvenue. Très heureuse d'être en votre compagnie encore ce soir. Nous allons ouvrir notre plateau dans quelques minutes avec cette grande problématique qui détruit notre jeunesse. Il a fait une immersion, on en parle juste après ceci. Merci d'être toujours fidèles à ce rendez-vous, mesdames, messieurs. Vous nous retrouvez. C'est un bonheur pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Mais on va commencer par parler plus globalement, vous l'a dit Christelle, de Live TV à travers donc ces programmes. Depuis 3 ans, un programme qui marque justement la vie sociale de notre pays, dénonciation et parfois aussi présentation de certaines situations qui gagneraient à prendre, à s'améliorer en puissance. Vous connaissez ce programme, c'est bien évidemment Edith. Il y a problème. Le nom a pu effrayer, c'est une façon de vous présenter en même temps. Edith a dit il y a problème. Vous connaissez quand même un peu il y a problème, oui, ce programme. Bien. Très bien, il y a problème, c'est un programme, Sarah, si vous ne le connaissez pas, qui est hébergé sur Live TV, enfin en tout cas qui est bien sur Live TV, tous les dimanches à 20h. Et puis cette saison, il y a une déclinaison qui arrive. Il y a Problème Express qui va permettre justement à John Jay, qui est déjà avec nous. John Jay, vous l'avez vu dans ses grands plans qui présente, on va dire, ce programme habite en lui, John Jay, donc il va nous en parler tout à l'heure. Daouda, il y a problème évidemment. Oui, c'est très problème. important Et quand on voit John Jay, c'est qu'on sait qu'il y a problème. Il y a problème, voilà. John Jay, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir John Jay. Bonsoir. On en parlait à l'entame de ce programme. Avant d'aller plus loin sur les causes et les chiffres, comment est-ce que vous vous êtes senti? Parce qu'on sait très bien qu'on parle de cette fameuse drogue, Kadhafi, association donc de plusieurs mixtures, je préfère le dire ainsi. Comment est-ce que vous vous êtes senti dans cette immersion en tant qu'homme et en tant que père aussi? Malheureux. Je suis malheureux. J'y crois même plus parce que je suis impuissant. Je suis impuissant parce que j'ai ma part de responsabilité en tant qu'homme de médias. J'ai vu des choses sur la toile. J'ai vu des enfants qui ont le même âge que mes filles en train de faire l'apologie d'une drogue. On fait des vidéos, on se lance des défis, on se lance des challenges. Et il y a des gens qui like. À l'émission, moi, j'ai eu à échanger avec un père qui aujourd'hui me prend peut-être pour son Dieu. Il n'est même pas capable de parler à son fils. Il me dit non, mon fils t'aime beaucoup, pardon, viens chez moi. Son fils à quel âge? Son fils, il a 18 ans. Il a 18 ans et il est le patron de la maison. J'ai échangé avec lui, j'ai dit, mais avant que tu ne consommes ton Kadhafi, là, tu étais comment? Il dit, grand, j'avais du mal même à dire bonjour à une fille. Mais depuis cet instant, j'ai une de ces forces surnaturelles que tu ne peux pas savoir. Mais il oublie que ça le détruit. Alors, John Jay, vous êtes là ce soir, c'est vrai, pour la raison qu'a évoqué Christelle, c'est-à-dire ce programme qui est passé donc le 24 dernier, dimanche donc, qui a permis de présenter vraiment cette situation. Mais on va parler tout à l'heure de ce programme que vous lancez en nouveauté dans cette nouvelle grille. Il y a Problème Express. Mais avant, regardons un peu ce qui s'est passé dimanche, parce qu'on parle de témoignages de si jeunes. La vidéo va arriver juste après, mais bon, commençons par parler de Y a Problème Express, qui va arriver donc tous les mardis à 18h55. Alors, c'est quoi Y a Problème Express que vous allez nous offrir tous les mardis? C'est passé tout à l'heure à 18h55. Au départ, quand on a lancé le magazine, on pensait pouvoir trouver le temps pour pouvoir mettre donc à l'appréciation des uns et des autres donc tous les problèmes auxquels font face donc les Ivoiriens. Et on s'est rendu compte qu'il y avait trop de problèmes. Et il nous fallait beaucoup de temps. On ne peut pas traiter un problème aussi crucial qui éprouve les populations en 52 minutes. Ce n'est pas possible. On risque de rater le coach. Donc on a décidé de travailler en quinzaine. Mais même là encore, le nombre de courriers que nous recevons, le nombre d'appels, le gars qui nous dit non, nous, ça fait aujourd'hui 2-3 semaines, nous n'avons plus d'eau, nous n'avons plus de ceci. Et ça, on se le dit, nous sommes en 2023, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc on s'est dit, vaut mieux avoir un instant d'échange avec les téléspectateurs pour une sorte de service après-vente, comme ce qu'on a fait aujourd'hui. On a posé le problème, mais quelles sont les pistes de solutions qu'on pourrait trouver? Et à côté de ça, si André Bois est dans son quartier et qu'il estime qu'il y a 10 jours, 15 jours, quelque chose ne va pas, et que le temps qu'on peut prendre pour traiter ce sujet-là, on n'a pas besoin de 52 minutes, mais on a besoin de 5 minutes, on le prend et puis on le met donc à l'appréciation du public. Donc il y a Problème Express, ça va durer à peu près 5 minutes. 5 minutes, pas plus. D'accord, très bien. Edith?
Alors, ce que je voudrais savoir, c'est au-delà de traiter ces sujets qui concernent les Ivoiriens, les problèmes, les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les Ivoiriens, comment on peut trouver déjà des solutions? C'est vrai qu'on expose les problèmes, mais quel est le suivi après? Est-ce qu'au niveau de l'émission, c'est vrai qu'on a vu pour la fin de la saison une rétrospective et vous êtes retourné voir ces personnes qui avaient été touchées par ces problèmes, mais comment on essaie d'arriver à trouver des solutions parmi ces problèmes qui sont présentés? Alors, quand on pose des problèmes, vous savez, il y a des Ivoiriens qui sont tellement sensibles, qui nous appellent. Quand on a fait l'émission sur la cherté de la vie, nous sommes tombés à Yopougon dans une famille, la famille Toali, qui ne mangeait qu'une tranche de papaye pour dormir. L'aînée, elle a 11 ans. À la fin de l'émission, elle m'a dit « Papa, j'en ai marre, je suis fatigué de voir mes parents souffrir. Je vais à l'école parce que je ne veux pas que mon père me gronde. » Mais j'ai une de mes cousines qui est venue me voir. Elle m'a dit « Si tu as 18 ans, tu vas avoir un peu d'argent. Parce que ce que je fais là, tu vas faire ça. » Elle lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit « Non, je fais busy. » Mais la petite me le dit « Mais ce n'est pas ce qu'on appelle busy. » Trop jeune. Je lui dis « Non, ma fille, c'est trop fort ce que tu dis. » Elle dit « Papa, moi, je ne sais pas ce que c'est, mais j'attends juste mes 18 ans parce que je suis fatigué. » Parce qu'elle se réveille à 2 h du matin. Elle prend les sachets d'eau, elle aide sa maman. Et elle va à l'école à 7 h. À 10 h, quand il y a la récréation, elle fait une pause. Et puis, elle vient aider sa mère pour vendre l'eau. Le soir, elle se retrouve avec ses petits frères pour juste apprécier donc, une tranche de papaye. Ça devient compliqué pour la famille. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est vraiment une galère. Donc, elle dit, elle va le faire. Et il y a une dame qui nous a appelés ici. J'ai voulu même la filmer. La compagnie a dit non, je ne veux pas de show-off. Je veux juste faire parler mon cœur. Parce qu'elle a dit à ses enfants qu'il y a des familles qui mangent une tranche de papaye. Et son fils lui a dit, maman, tu peux nous dire de changer d'habitude sur le plan alimentaire, mais tu ne vas pas quand même nous dire aujourd'hui, nous faire avaler qu'à Abidjan, quelqu'un mange une papaye pour dormir. Les enfants n'y ont pas cru. Mais quand on est venu avec la petite là-bas, la dame l'a récupérée. Je voulais profiter de cette opportunité pour lui dire merci. Elle n'a jamais voulu qu'on dise son nom, mais elle a pris en charge cette fille. Et il y a des bonnes volontés qui sont arrivées. Pour aider la famille. Il y avait même une dame qui avait des difficultés à manger, à trouver du riz de bonne qualité. Voilà. Une vieille dame qui vivait dans une bicoque aussi, je crois qui a été aussi... Qui a été prise en charge. Oui. Il y a pas mal de solutions. Et on est en train de réfléchir avec la direction de la chaîne pour voir comment on peut créer une autre émission qui n'a vraiment rien à voir avec un problème, mais capable de pouvoir tenir compte des difficultés qu'elles font. Oui, mais si, là, cette émission arrive. Mettre ensemble, je veux dire, des actions de solidarité, parce que, comme vous dites, les Ivoiriens veulent aider. Vous parlez d'émissions d'action de solidarité, ou enfin, d'émissions où on présente beaucoup plus les réussites. Non, moi je ne parle pas de l'action de solidarité. Ce que je vais comprendre. Très bien, évidemment, il faut, parce qu'il y a solution qui va arriver pour dire quand il y a problème, il y a quelque part solution. Donc vous présentez d'autres types donc, de choses beaucoup plus belles aussi qui arrivent à notre société. Mais à côté de ça, vous dites, il serait bon que dans il y a problème, parce qu'il y a beaucoup de cas sociaux, on aille vers quelque chose qui sera de régler les problèmes sociaux. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça, l'expérience vécue par John Jay qui présente une émission sociale? Non, moi, je suis très émue d'entendre tout le travail qui est abattu pour justement parler des problèmes de société. Je pense qu'Edith avait une très bonne question, à savoir quelle solution on pourra apporter à ces problèmes que vous identifiez. Mais je pense déjà que les identifier, les mettre en lumière et permettre à ces gens-là de s'exprimer et de partager leur douleur pour sensibiliser les gens qui ne sont peut-être pas au courant de ce que d'autres personnes peuvent traverser. Et puis surtout, nous donner l'opportunité de s'indigner, qui est très important. Je veux dire, c'est la première étape avant de vraiment construire et trouver des solutions. Donc, merci pour votre émission. Moi, je la suivais déjà un petit peu, je la suivrai encore plus. Et puis, bon courage pour la suite. Merci pour votre émission. Elle nous dit, à ce propos, justement, vous avez réussi à faire témoigner donc, un jeune homme qui est tombé dans les affres de la drogue. On va l'écouter tout de suite. Mon ami a mis une fois dans sa goutte. Il est venu ça à l'école. Maintenant, il m'a dit que c'est ça qui est dedans. Qui pour camoufler, pour ne pas qu'on voit, c'est ça qui est dedans. Maintenant, il m'a donné, non, il a goûté. Puis, on dit, on mange avant de prendre. Tu vois, non. Donc, il m'a donné, il a goûté. Et sûr qu'il y avait un changement en moi. La première fois, comme ça, vomi. Puis, il a dit que c'est ça qu'on appelle le Kadhafi. Il a voulu se confier devant nos caméras en tout anonymat. Nous l'appellerons Alpha. Il a 18 ans. Niveau d'études 3e. Alpha n'avait jamais entendu parler du tramadol,
lorsque son ami de classe lui conseille d'en prendre pour mieux se sentir. C'était il y a 6 mois, peu avant la fin de l'année scolaire. Depuis lors, il n'a jamais pu se passer du tramadol une seule journée. Il a envoyé. Maintenant qu'il a envoyé, il a testé la drogue. J'ai vu que l'effet, c'est un effet secondaire sur mon corps. C'est un effet secondaire. Moi-même, je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus à me tenir sur les pieds. Je voyais qu'il y avait un changement en moi. J'ai voulu arrêter, mais il m'a dit de continuer, quoi. C'est un système. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est bien sûr cette question de tramadol et bien sûr son association avec des boissons énergisantes alcoolisées. Mais on va parler justement dans ce problème express que vous avez vécu. C'est bien sûr la problématique des boissons énergisantes alcoolisées, un danger pour la santé à interdire. Et il y avait un spécialiste tout à l'heure que vous avez pu voir. Alors le spécialiste, il nous dit quoi? Qu'est-ce que c'est sa position par rapport à cette boisson? Alors, lui, il dit que c'est un antidouleur, le tramadol. Il faut le consommer avec beaucoup de précautions. Et puis, je veux dire que ces genres de médicaments, quand on va les chercher, il faut avoir une ordonnance. Voilà, on est d'accord. Moi, là où je vois les responsabilités, je suis inquiet, c'est qu'on pointe toujours du doigt les petites femmes. Je ne veux pas être leur avocat défenseur. Mais je veux dire ces femmes qui vendent des médicaments dans les pharmacies. On doit les chasser au même titre que ces personnes qui ont dans les prêté serment, qui sont dans les officines. Herman Aboua ne peut pas venir avec lui, parce qu'il s'appelle Herman Aboua, demander un médicament dont on connaît la capacité de nuisance de ce médicament et ne pas avoir une ordonnance. Ça, c'est une partie de la drogue. Maintenant, parlons de l'autre, les boissons énergisantes. Alors, les boissons, déjà, il dit que dans une boisson énergisante, non seulement elle est caféinée, mais elle contient 18% d'alcool. Ouais. Déjà, avec les 18%, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça n'existe pas dans les pays qui se disent pays développés. Très bien. Nous, on ne peut pas se permettre ce luxe-là de garder ces boissons. Et il nous dit que non, il y a une solution. Il faut pouvoir discuter avec les fabricants de ces boissons-là pour revoir un peu le dosage de ceci. Est-ce que vous pensez que c'est la solution de discuter? Il faut carrément interdire. C'est tout. C'est ce que C'est mon ce que choix. vous dites aussi. C'est On va mon choix. permettre à Daouda de réagir là-dessus et de vous poser une question. Moi, en fait, l'idée, c'est que je sais que vous avez mené une grosse enquête depuis les enfants qui consomment la drogue, en passant par beaucoup la famille. Finalement, est-ce que vous êtes allé voir les autorités? Qu'est-ce qu'ils disent quand vous les voyez? Quelle est leur position? Non, mais les autorités ne cessent de poursuivre ces personnes. Je veux dire, ils le font, mais moi, je leur demande aujourd'hui d'aller encore plus. Il ne faut même pas qu'ils aient pitié. Je parle de nos forces de l'ordre parce qu'il ne faut pas qu'elles aient pitié de ces personnes-là, parce que ces personnes n'ont que faire de la santé de nos enfants. Tout ce qui les intéresse, c'est le business qui est fait derrière. Il y a une autre vie qui se déroule en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas celle qu'on nous montre, non. Cette vie-là, il y a trop de dangers. Nous, on a fait des émissions sur les enfants de la rue qui sont l'objet de vices avec des prédateurs, avec des personnes de peu de foi. Ce dont je parle, c'est dangereux. Je veux qu'une force de l'ordre, pendant que tu es en train de poursuivre ce délinquant-là, je veux juste que tu te rappelles que tu peux avoir... Aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un que tu vois qui est éprouvé par le Kadhafi, mais un de tes enfants peut se retrouver dans cette même situation. Donc, mais cet enfant-là, qui est victime de cette méchanceté des gens, il faut mettre ton fils. Et il faut poursuivre donc le délinquant là jusqu'à son dernier. Très bien. Herman Aboua, on ne vous a pas entendu beaucoup sur le sujet. D'abord, je félicite le grand frère John Jay avec toute son équipe qui font ce grand travail-là. Moi, ce que je vais vous demander, vous qui partez sur le terrain, quand vous partez, qu'est-ce qui amène ces jeunes-là, qu'est-ce qui les pousse véritablement à utiliser cette mistule appelée Kadhafi? Mais le dernier numéro qu'on a tourné à la Croix-Bleue, il y avait un papa, il y avait un jeune homme. Oui. Le jeune homme m'a dit, moi je prends ça parce qu'on m'a dit, moi mon problème c'est que quand je vois une femme, je ne peux pas parler. Quand mes amis parlent, je n'arrive pas à dire. Et on m'a dit, il faut consommer cela. Et quand j'ai consommé, j'ai commencé à être quelqu'un de jovial. Je n'ai plus honte de parler. Mais après, je me rends compte que ça a commencé à m'éprouver. À détruire sa santé. À détruire ta santé. Il dit, maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu vas recommencer? Il dit non. Mais à côté, il y avait un père. Et ce père, aujourd'hui, quand je pense à lui, mais moi, je ne sais pas, c'est-à-dire que j'ai peur pour mes enfants. Il dit, mon fils, il a commencé à me considérer comme un homme quand on est venu à la Croix-Bleue. Wow. Ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'à la maison, quand il dit un mot, le fils en place 10. Et avant de parler à son propre fils, il dit, s'il te plaît, est-ce que je peux... Il demande l'audience.
C'est vraiment Comment on peut, la perte des valeurs. comment on peut accepter ça? Est-ce que c'est pas la partie visible aussi parce que je pense vous avez fait également une enquête sur le trafic de drogue qui touche la Bien sûr. jeunesse. Mais bien sûr. On sait aussi que les jeunes dans la rue sniffaient aussi de la colle. Et là maintenant, on a les réseaux sociaux, on a TikTok et ce challenge Kadhafi qui a mis un peu plus en lumière donc la consommation de la mixture tramadol et boissons énergisantes. Mais est-ce que finalement cette lutte même contre le trafic de drogue que l'État ivoirien essaie de mener depuis de nombreuses années, est-ce qu'on a l'impression que finalement, oui, la jeunesse est la plus grande victime, mais on n'a pas l'air d'être finalement désemparé malgré toutes les campagnes de lutte qui sont faites finalement? Vous venez de toucher le mot, on n'a pas l'air d'être désemparé. C'est pour ça que j'ai accepté de venir sur ce plateau. Pour dire à tout Ivoirien, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, le danger, ce n'est pas le petit jeu qu'on voit sur TikTok là. Il est grand. On va se retrouver ici dans cette Côte d'Ivoire, à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, un drogué, mais hors pair. Vous exagérez un peu. Non, Si rien n'est fait, Ce que je suis en train de vous dire, c'est très important parce que nous, il y a des images qu'on n'a pas voulu montrer. Moi, j'ai vu des choses. On est resté là en train de liker, en train de partager des petits défis idiots sur la toile. Cela a un impact. Si on laisse faire, qu'on ne dit rien, si les autorités ne se mêlent pas, si les Ivoiriens, les hommes de médias ne se mêlent pas, si on dit que c'est quoi, il n'est jamais tard pour bien faire. Non, je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut prendre cette décision. Juste avant de vous laisser... non, je pense que ce que nous faisons Live TV, ça participe justement à démontrer qu'il y a des choses qui sont faites, parce qu'on expose ça pour dénoncer. Les autorités, dans le même programme que vous-même, on a vu la police municipale à Djamé aller comme ça à la poursuite justement de ces réseaux-là. C'est vrai que c'est les petites dames, mais c'est déjà aussi un peu le bout de la chaîne. Donc je pense qu'il n'y a pas totalement à désespérer. C'est vrai que l'ampleur pourrait être beaucoup plus élevée que vous l'avez présenté, mais la réalité, c'est que nous sommes tous choqués et attentifs justement à ce type de choses. Sarah voulait réagir avant que je fasse ma petite... Oui, très rapidement, c'est une situation alarmante, mais je pense qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait commencer à entreprendre, nous en tant que citoyens, nous en tant que parents, et puis aussi au niveau des autorités. La première chose, c'est de se dire que, j'ai l'impression que c'est l'argument un peu de toute la jeunesse, dans n'importe quel pays autour de la drogue. Oui, je me drogue pour me sentir un peu plus désinhibé, etc. C'est toujours un peu les mêmes arguments. Aujourd'hui, on ne parle pas de cocaïne, d'héroïne, on parle d'un médicament qui est disponible en pharmacie. Donc il y a déjà peut-être un premier niveau de contrôle où il faudra être beaucoup plus exigeant. C'est effectivement pas normal d'arriver à la pharmacie, de ne pas avoir d'ordonnance et d'obtenir un médicament qui est quand même très dosé qui est utilisé pour les grandes douleurs. Donc l'obtenir aussi facilement comme c'est pas possible. Avoir des challenges sur les réseaux sociaux, c'est quand Et même deuxième, incroyable. exactement. Et le deuxième point, ensuite, c'est une boisson énergisante qu'on pourrait éventuellement interdire. Et la deuxième chose, effectivement, c'est qu'on utilise aussi, comme le disait Edith, des défis chorégraphiques, TikTok, comme vous dites, qui sont partagés de manière anodine et puis on like, etc. C'est un phénomène aujourd'hui, les réseaux sociaux, on n'y peut rien, c'est comme ça a du bon et ça a du mauvais. Mais pourquoi ne pas utiliser aussi peut-être ce même canal, ce même réseau qui est TikTok, c'est ça qui a été utilisé pour diffuser ce défi chorégraphique, pour justement faire de la prévention, pour dire mais voilà les conséquences, regardez ce qui vous attend si vous consommez. Vous finirez comme un légume, vous ne pourrez pas finir vos études, vous serez à la rue, addict. C'est quand même quelque chose qu'on pourrait utiliser à notre avantage. John Jay, on ne va pas teaser donc la suite. Pour vous, il y a problème. Ça va être quoi? Parce que le programme va revenir dimanche et puis revenir mardi pour le Y a problème express. Vous êtes sur quel problème ou en tout cas quelle situation que vous voulez pointer du doigt? Il y a un commerce qui s'opère dans les cimetières. Ouais. Oui. Donc prochain, ce sera justement la situation donc, dans les cimetières de Côte d'Ivoire, tout le trafic qu'il y a autour. Toutes ces situations-là seront donc décryptées pour vous. On va enquêter là-dessus dans le cadre de Y a problème, toujours avec John Jay, qui utilisera son micro pour essayer donc de faire changer les choses. Vous avez dit vous-même, vous ne pouvez pas transformer tout, mais vous avez votre petite contribution, faire en sorte qu'on s'intéresse aux affaires de la nation. En tout cas, merci. On vous retrouvera dans dimanche et mardi désormais. C'est moi qui vous dis merci. Je voudrais simplement dire aux uns et aux autres qu'il y a des actions qui nécessitent de la patience. Il ne faut pas y aller en victime résignée. Ce n'est pas parce que tout le monde dit
que non, ça ne va pas se faire. Non, non. Il faut aller doucement, mais sûrement. Je reste convaincu que nous allons franchir cette fameuse ligne d'arrivée. Et puis à la fin, à Diane, on dira « we did it ». Donc moi, j'y crois. Et je demande aux forces de l'ordre d'avoir beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage. C'est ensemble que nous allons reculer. Et aux parents, quel message? Voilà. Parents, oui. Les parents, il faut qu'ils prennent leur part de responsabilité. Il faut qu'ils prennent leur part de responsabilité. Nous devons être tous engagés dans cette lutte et que ce Kadhafi-là sorte complètement de la vie de nos enfants. Nos enfants-là, nous avons un engagement, nous avons une obligation. Ces enfants-là n'ont pas demandé à naître. Si aujourd'hui Kadhafi domine, Kadhafi n'est pas plus fort que nous. Nous devons nous battre pour récupérer nos enfants. Très bien. Merci. John Jay, que je remercie de se montrer aussi altruiste et donc qui accorde beaucoup d'intérêt aux situations qui arrivent aux uns aux autres. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Nous allons, en votre compagnie, vous aurez le temps de nous quitter dans un court instant, dire qu'il y a un autre phénomène qui concerne justement la vie des Ivoiriens. Et ce phénomène-là est mis un peu sur le pinacle. Chaque mois d'octobre, on parle d'octobre rose et certains ont pensé que la situation ne concernait que les femmes. Mais non, c'est une situation qui touche de plus en plus nos contrées, parce que le fléau du cancer est bien présent sous nos contrées. Vous pouvez en témoigner, Christelle. Bien sûr. Alors en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a près de 3000 nouveaux cas. 2000 décès chaque année, oui, nous y sommes, Octobre Rose, appelle donc la sensibilisation à cette terrible maladie. Et nous sommes là justement pour en parler, pour sensibiliser. Mais comme il a dit André, il n'y a pas que les femmes. On a quand même, sous d'autres cieux, en Europe, en France, 1% d'hommes qui sont victimes du cancer du sein. Bien qu'on n'ait pas les chiffres en Côte d'Ivoire pour les hommes, mais pour les femmes, je l'ai dit tantôt, 3000 nouveaux cas, 2000 décès chaque année, alors que la sensibilisation ne fait que s'intensifier, on a quand même ces chiffres alarmants. Edith. Oui, et puis alors qu'on peut également en guérir, bien sûr, lorsque le cancer est dépisté assez tôt. En général, il faut pouvoir le faire, on le dit à partir de 30, 40 ans, mais il est important qu'il soit dépisté assez tôt. Et comment le faire? Il faut pouvoir faire de l'autopalpation, c'est recommandé régulièrement, autant que possible. Si vous constatez une boule anormale au niveau de votre sein, il est recommandé donc d'aller voir un médecin et qui va certainement vous amener à faire un dépistage du cancer du sein. Donc oui, le cancer du sein se soigne. On a le plateau technique et le suivi médical pour le faire. Mais malheureusement, la plupart des femmes qui vont en consultation arrivent en phase terminale pour la plupart, d'où ces chiffres qui sont quand même assez alarmants parce que 3000 nouveaux cas et 2000 décès chaque année, on est à près de 90% de taux de mortalité lorsqu'on regarde ce ratio, et c'est très effrayant, alors que normalement, cette maladie peut être vaincue. Il y a des femmes qui le vaincent. Oui. La maladie peut être vaincue, mais il faut quand même poser un acte préalable, c'est le dépistage. Et sur ça, quand même, vous avez des choses à dire. Oui, tout à fait. Il faut savoir que c'est quand même un cancer, le cancer du sein, qui se situe au premier rang des cancers féminins. Et il faut savoir qu'il n'y a pas d'historique familial. Ce n'est pas parce que personne n'a eu de cancer du sein dans votre famille que vous n'êtes pas susceptible. Malheureusement, personne n'est épargné. Et effectivement, à partir de 30 ans, 40 ans, bon, le risque est accru, surtout à partir de 50 ans même. Donc, il est très important la palpation fait partie des pratiques qui nous permettent d'identifier au premier abord, mais il y a aussi l'examen clinique du médecin, il y a la mammographie qui est vraiment l'examen principal qui permet de détecter ou non, écarter tout soupçon. Mais c'est vrai que les risques sont plus importants à partir de 40-50 ans, j'irais. Mais il existe quand même chez des jeunes femmes, entre 25 et 35 ans. Ça existe, c'est plus rare, mais ça existe. Et comme le disait Edith, plus tôt il est dépisté, plus tôt il est identifié, et plus on peut en guérir à 90% des cas quand il est détecté très tôt. Donc c'est certes le premier cancer féminin, mais c'est aussi celui qui se guérit le mieux et le plus rapidement s'il est détecté tôt. Donc vraiment,
Il faut s'auto-palper, voir son médecin, surtout Lorsqu'on à a des partir de doutes, 40. il faut Lorsqu'on le a faire. des doutes, voilà. Moi, je l'ai fait l'année passée. C'est vrai qu'on a. On il n'est y a plus toute forcément, jeune, il y a une Edith. appréhension. On n'est plus toute jeune, voilà. Voilà. On a certaines appréhensions et tout. Ouais. Et franchement, je suis allée le faire l'année passée parce que j'ai une amie qui a été touchée par le cancer du sein. Et donc, je me suis dit, non, il faut aller le faire quand même pour être sûre. Bien sûr. Et ouais, le processus, il est assez simple. Faire une demande de mammographie le même jour et j'ai eu le résultat, je crois, le lendemain. Et voilà, heureusement, j'en ai Est-ce pas. que- Voilà. on va permettre à notre très cher Herman Aboua, quand on entend une expérience comme ça, d'une amie qui machin, est-ce que ça joue d'avoir dans son entourage ou enfin de connaître quelqu'un qui a été confronté à la situation pour inciter les autres? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose comme oui, ça je trouve que les témoignages souvent qu'on entend, c'est qu'il y a des femmes, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 74% des cas sont des cas qui sont à des stades tardifs, c'est-à-dire dont on n'a pas dépisté tôt. Ça veut dire que Elles arrivent c'est souvent en phase c'est vraiment terminale. énorme. Ça veut dire que dès qu'on les détecte, on dépiste cela vite. À partir de... Il y a 90% des cas, les malades guérissent de cela. Moi, je dis que je vais parler aussi des risques, des facteurs de risque. Il y a l'alcool. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de certaines boissons énergisantes, mais moi, je ne dis même pas que boissons énergisantes seulement, elles sont alcoolisées à une certaine dose dosage. d'alcool. Il y a aussi la mauvaise alimentation. Manger tard, tout cela sont des facteurs qui sont des facteurs de risque pour contracter le cancer, les cancers de façon générale, mais principalement le cancer du sein. Il y a aussi l'inactivité physique. Les Ivoiriens qui n'aiment pas faire du sport, qui n'aiment pas dépenser de l'énergie, tout cela, ce sont des plateaux qui encouragent cela. Donc ces aspects-là, je pense que c'est des choses que les Ivoiriens, enfin les populations, peuvent corriger d'elles-mêmes. Il y a le dépistage qui sort, le dépistage qu'on peut faire tôt, et il y a aussi une bonne habitude dans la vie, bien manger. bonne hygiène Quand je de dis vie. bien Bonne manger, hygiène c'est de pas vie, dire ouais. d'aller manger forcément des aliments chers. Il y a des aliments qui ne sont pas coûteux, mais qui constituent de bonne alimentation, avoir des habitudes d'épreuves sportives, faire un peu de sport et Une autres, routine de marcher vie. même. Voilà, tout cela participe. Moi, je pense c'est des choses qu'on peut adresser facilement. Il faut que les gens prennent conscience de cela et puis s'y mettent. Très bien, Daouda. Mais en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis content parce que grâce à professeur Didi Koulibaly, Judith, Coco, qu'on a reçu l'année passée sur ce plateau, qui est la directrice du Centre national d'oncologie et de radiologie, qui a été créé en 2018. Le cancer du sein n'est pas une fatalité. Il faut le dédramatiser parce qu'il faut montrer aujourd'hui aux gens qu'on peut se soigner, on peut en guérir, comme vous l'avez si bien dit, quand c'est détecté plus tôt. Et grâce à, à un appui du gouvernement et de l'État de Côte d'Ivoire, en fait, aujourd'hui, les femmes qui sont atteintes de cancer du sein peuvent aller se faire soigner. Bon, en fait, même si vous n'avez pas d'argent, même pour les plus démunis, quand vous partez, vous êtes pris en charge. Il y a une prise Et en après, charge. vous pouvez échelonner le paiement de vos soins de santé. Et même en plus de cela, même si vous ne pouvez pas véritablement échelonner, l'État va prendre le reste Mais en est-ce qu'il ne charge. faudrait pas peut-être penser, et ça je l'ai lu également dans les plaidoyers, à une prise en charge totale des chimiothérapies pour le cancer du sein, du traitement même du cancer du sein, parce qu'on est sur une moyenne de 3000 nouveaux cas chaque année. Je pense que le budget de l'État pourrait permettre, en tout cas pour ces malades-là, ces femmes et ces hommes également qui souffrent de cancer du sein, de pouvoir être totalement pris en charge parce qu'on parle quand même C'est très cher, c'est des traitements de très chimio chers, ouais. qui peuvent aller jusqu'à 100 000 Coûte cher, francs bien sûr. C'est énorme. en termes de énorme. coûts. Même si tu étales ça sur 15 Exactement, ans, et c'est sachant les compliqué. difficultés au quotidien parce que c'est des choses qui nous tombent sur la tête. Ouais. Non, mais En en fait, général, qui nous tombent sur la tête, même si on va sur du 50% et tout, des prix que c'est échelonnés et tout. ça. Voilà. Je veux dire, ce sont des pathologies et on ne parle pas c'est pas courant comme on l'a pour le paludisme ou d'autres cas. Ça peut être pris en charge pour les Non, mais femmes. Edith, mais en fait, vas-y. bon, non, En fait, permettez à ce que je veux Daouda dire, de- laissons Ça ne Daouda va pas coûter réagir. un bras dans le budget de l'État. Non, non, mais C'est pas on ce vous que a j'ai- entendu, Edith, c'est pas ce que j'ai partageons la dit. Je dis que conversation. Ouais. déjà même depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, bon, jusqu'à l'année passée, ils étaient à plus de 6000, comment on appelle ça, cas de personnes Prises en charge. qui ont été pris en charge. Bien sûr. Là, on parle de chimio, on parle de 11 824 chimios qui ont été opérés. Et ces chimios-là, tu le sais,
techniquement, si ça doit être payé, je suis sûr que de nombreuses de nos sœurs, de nos mères allaient perdre la vie. C'est justement pour pouvoir aider, parce que, qu'on le veuille ou non, ce centre-là aussi, il doit pouvoir vivre, en fait. Et Si ça devait être payé, nombreuses de nos femmes allaient Oui. perdre la vie. Je n'ai pas bien compris ton raisonnement. Si elle devait payer normalement, Ah je oui, suis sûr elle, que voilà. ok, d'accord, Si je elle savais devait pas. payer Oui, normalement, oui. je ne pense pas que de ces 6 000 cas-là. Mais pourquoi je ne me rejoins pas? Gratuité? Non, mais Je veux dire, il faut que le centre vive aussi. Le débat. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, enfin, dans une Dans problématique le budget de l'État, peut-être, qu'est-ce que ça va représenter pour que ça puisse payer 100%. déséquilibrer le budget de l'État ou le budget du ministère? On parle de 3 000 cas. C'est un Non, mais plaidoyer, peut-être j'espère. des Non, non, Voilà. le problème, c'est que quand nous-mêmes on fait des affirmations, il faut qu'on soit à même de dire pourquoi ça ne va pas déséquilibrer le budget de l'État. Parce qu'en ce moment, il faut qu'on donne des chiffres. Parce que la vraie question, comme j'entends Daouda, c'est que déjà, il se trouve que la prise en charge de ces malades, il y a déjà une forme de gratuité. Parce que ça coûte cher, hein, les chimios, etc. Oui, ça, j'ai donné Donc, forcément, le coût. Mais même Voilà. dans Mais la bon. phase de dépistage, même la mammographie, ça coûte assez cher. Je donne un exemple, par exemple en France, à partir de 50 ans, parce que c'est là où le risque est plus élevé, C'est ça. à partir de 50 ans, la mammographie est gratuite une fois toutes les 2 ans. C'est ça. Moi, Un je exemple, voulais peut-être dire, hein, c'est beaucoup plus alarmant, puisqu'on parle de parmi les 3300 cas qui sont révélés chaque année, il y a quand même 1785. Non, attention, faut pas, vous faites une lecture. En même temps, Excuse-moi, vous faites une lecture. Non, il y a 3000 cas qui sont détectés et à côté, il y a entre 1200 et 1800 décès. Donc ça ne veut pas dire que c'est les 3000 cas qui décèdent la même année. Non, attention. en même temps, il faut dire qu'il n'y a pas de Arrête, gratuité. Herman, dans tous les cas, Voilà. c'est pas. En fait, je voulais vous faire remarquer Oui. que quand même le taux de mortalité concernant le cancer létalité. du sang Voilà, est assez Et élevé. important, Mais moi, je pense qu'on parle de cancer, mais en même temps, il y a aussi, on parle chez la femme, généralement, c'est les femmes qui ont le cancer du sein. Mais les hommes, il y a le cancer de la prostate aujourd'hui. Je peux vous donner les chiffres dedans. Oui. Il y a quand même 2757 nouveaux cas chaque année. Si. Et puis, il y a un certain taux de mortalité aussi, 1600 décès chaque année. Donc, moi, je pense que si on veut parler de la question de la prise en charge de cancer du sang, il faut penser, comme elle a dit, ce n'est pas des cancers, je veux dire, ce n'est pas des taux élevés, parce que dans ce cas-là, on parle souvent de pourcentage pour un certain nombre de centaines de milliers d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a 25 sur 100 000 femmes, par exemple, qui contractent cela. En gros, Parce qu'il dit, en fait, on va si je terminer veux sur le souligner, sujet. on n'est pas- sujet. on n'est pas- Oui, oui, on est- c'est clair qu'on n'est pas des En gros, pour économistes. terminer sur le C'est clair qu'on sujet. n'est pas des économistes, la question économique. Mais ce que je veux dire, c'est que les médecins, les centres de prise en charge ont les chiffres, ils ont les moyennes, ils savent exactement le budget qu'il faudrait avoir pour pouvoir prendre en charge totalement ces cas. Parce Oui. qu'on tourne autour de dizaines de milliers de cas en moyenne pour l'ensemble des chaque pathologies. année. Ils connaissent les chiffres, ils savent leurs besoins, ils connaissent les besoins de Si, leurs si, malades. si. Et si on arrive à briser un peu cette peur, cette appréhension pour la femme ou l'homme d'aller se faire dépister tôt, parce que la peur d'aller se faire dépister tôt, C'est ce peut-être n'est pas uniquement le fait de savoir qu'on est malade, on va le point chuter. financier. mais c'est également le Faut point qu'on y financier aille. qui fait que les gens ont peur d'aller. Mais en même Faut temps, on sait qu'on y bien aille, s'il vous que lorsque vous sentez que vous avez mal, et pour le dépistage, il y a une prise en charge, et après, vous pouvez payer à votre rythme. Ça, c'est quand même un point sur lequel il faut peut-être communiquer au niveau du gouvernement. Oui, ça, oui. Pour terminer là-dessus, on communique vraiment. là-dessus. C'est un début intéressant, tout à mais fait. on peut aller plus loin. Tout à fait. Alors, pour mettre tout le monde d'accord autour de ce sujet, il faut juste simplement augmenter notre capacité à recruter des assurés pour les couvertures maladie que nous avons dans le pays, puisque c'est seulement la solidarité qui permet un système Je voulais renchérir, mais bon. d'assurance. On va pas renchérir, Edith. Bon, terminons quand même la séquence qui permet à tout le monde, en tout cas ceux qui se portent bien, de cotiser pour que ceux qui sont malades puissent être soignés. Et on espère qu'on va pouvoir y arriver, notamment à travers les échanges que nous avons sur ce plateau. Alors, on va continuer avec une grande actu. En ce moment, il y a bien sûr des vagues et des vagues. Ça, ce sont les médias occidentaux qui le disent, hein, des vagues de migrants sur les berges de la Méditerranée. Et puis, parmi tout cela, on dit non, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Le gouvernement a réagi. Et puis, il y a d'autres voix discordantes qui arrivent, comme celle de cet évêque, qui nous dit, écoutez, il y a beaucoup plus d'Ivoiriens que ne le disent les autorités. Y a-t-il un grand débat sur la nationalité des migrants qui échouent donc sur les bords de la Méditerranée en Italie? C'est une question. Ah oui, il y a débat. Monseigneur Bruno Yedo
évêque de Bondoukou et président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale, service pour le développement humain, a déclaré que sur 124 000 migrants en situation irrégulière, il y a 68% d'Ivoiriens. Il n'a pas dit il y aurait, il a dit il y a 68% d'Ivoiriens. Alors, déjà, première réaction, quand vous entendez un tel chiffre, Daouda? Le chiffre peut être alarmant, mais quand on analyse le sujet de façon froide, en fait, je m'appuie sur une étude de la Fondation Friedrich Ebert qui dit qu'aujourd'hui, en fait, qu'on le veuille ou non, la nationalité ivoirienne est une nationalité qui est très prisée. Il y a plusieurs raisons. Parce que d'abord, la Côte d'Ivoire est en plein essor économique, il y a un développement qui est là, ce qui donne des opportunités d'emploi et de prospérité aux migrants. On va plus loin, la Côte d'Ivoire aussi est un pays où le passeport est très prisé, dans la mesure où nous sommes un pays aujourd'hui de transit pour la migration. Parce que les gens qui quittent de la sous-région, la Côte d'Ivoire a fait frontière avec les pays qui vont au niveau de Lampedusa, notamment la Tunisie, le Maroc et autres. Finalement, quand on vient ici, il n'y a pas de visa entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là. Donc forcément, tous ceux qui viennent ici, les gens sont prêts à tout pour avoir la nationalité ivoirienne. Et dans le même rapport de la Fondation Friedrich Ebert, ils le disent, leur objectif au final, c'est d'avoir la nationalité ivoirienne. Mais malheureusement, il y a certains qui fraudent sur cette nationalité. Maintenant, pour chuter, c'est que ceux qui vont à Lampedusa, généralement, quand ils arrivent dans les embarcations comme celle-ci, arrivés sur place, tout le monde jette ces documents administratifs. Parce que la déclaration de nationalité, en fait, pour dire que je suis de telle nationalité, c'est juste déclaratif. Donc, on est sûr que, généralement, quand tu vas dire à Lampedusa que je suis ivoirien, généralement, l'État ivoirien n'abandonne pas ses enfants. Daouda. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a tout ça aussi qui fait qu'on veut que finalement, Daouda, quand tu dis que tu es ivoirien, tu vas venir au pays. commencez à chuter, vous l'avez dit. Justement, Voilà. Daouda, vous voulez juste dire que vous n'y croyez pas trop. Je n'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Ivoiriens qui sont candidats à l'immigration. 68%, Très bien. Voilà. non. Alors, Herman? Bon, moi, je pense que dans tous les cas, que ça soit déclaratif ou authentifié, c'est qu'il y a que les gens, si c'est déclaratif, c'est qu'il y a des gens qui facilement ont le passeport ivoirien ou bien qui préfèrent se dire qu'ils sont ivoiriens. Mais moi, on lutte contre l'immigration clandestine des Ivoiriens, parce qu'on voit tout ce que le gouvernement fait depuis là pour essayer de faire en sorte que les Ivoiriens restent chez eux. On a vu lorsqu'ils ont profilé ceux qui sont candidats généralement à l'immigration, par la route en allant par exemple, de Daloa, par exemple. Oui, tout à fait. Pendant ce temps, il y a quand même des cas où on laisse que des personnes étrangères viennent ici et facilement obtiennent nos passeports pour pouvoir être eux-mêmes candidats à l'immigration. Parce qu'il y a quand même aussi des vidéos qui circulent dans lesquelles on constate que même en Afrique centrale, comme en Afrique du Nord, les Ivoiriens qui sont là-bas savent que leurs amis africains qui ont des passeports, parce qu'ils les voient, n'ont pas forcément l'accent ivoirien, ne sont carrément pas des Ivoiriens forcément, mais qui ont obtenu les passeports, qui ont des passeports ivoiriens, et qui ceux-là, c'est vrai que lorsqu'ils arrivent à les embarcations, parce que mine de rien, il y a des pays qui peut-être pour lesquels on ne veut pas avoir de documents administratifs sur nous, mais il y a des pays aussi qui veulent peut-être profiler ces Africains qui arrivent, ces immigrants clandestins qui arrivent avec des documents administratifs. Herman, et puis la question que je voulais poser à Daouda pour avant d'aller à Daouda, permettez pour que terminer. on comprenne bien. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure, je peux me tromper, que le passeport ivoirien est facile à obtenir ici? Mais ce n'est pas moi qui le dis. Il y a eu des cas ici. D'aujourd'hui encore, il y a une grande enquête ouverte sur comment on appelle la fraude sur la nationalité ivoirienne et des passeports qui sont faits. Moi, je pense qu'au-delà, aujourd'hui, quand même, la SNEDA, qui est l'autorité qui gère les passeports, aujourd'hui, on sait qu'un passeport, c'est 5 ans. Si les gens disent trop de choses comme ça sur le passeport ivoirien, il faut que la SNEDA trouve le moyen, lorsque ces Ivoiriens qui sont venus peut-être, enfin qui ne sont pas ivoiriens, qui ont eu le passeport ivoirien, reviennent, comment on appelle là, essayer de renouveler leur passeport, qu'on puisse les repérer et puis essayer... Je voudrais quand même, pour faire évoluer le débat... La dernière question que je voulais poser à Daouda pour fait, terminer. La Oui, question, c'est que qu'est-ce que des Africains ont
à gagner, qui sont candidats à l'immigration aux portes de l'Europe, ont à gagner à dire que nous, on est Ivoiriens. C'est la question qu'on vous pose également. J'y ai répondu, écoutez- sûrement que tu étais plus préoccupé à te préparer à répondre en fait. Sinon, Non, j'y ai c'est- répondu, c'est- mais non. tu n'as pas Non, écouté. c'est- Il a tu- répondu à la tu- question. J'ai répondu C'est- à la c'est question quoi en fait, tu n'as pas écouté. Il a C'est répondu quoi à la question. Mais c'est parce que je trouve que la réponse n'est pas pertinente. Parce que pourquoi? Est-ce que vous avez la réponse, Herman? La Allez-y. réponse que je dis, je me dis que lorsqu'un Africain arrive, peu importe si c'est parce qu'il aime la nationalité ivoirienne, parce que généralement, lorsqu'on est candidat à l'immigration, c'est qu'on veut forcément peut-être obtenir Très l'asile et bien. autres. C'est que dans ton pays en question, il y a un problème là-bas, que tu n'as pas, tu n'es pas On va forcément... évoluer, s'il vous plaît. On peut évoluer, mais si vous voulez. Mais rien ne fait rire. Mais je posais juste la question pour lui dire que les gens qui sont candidats à l'immigration, parce que moi j'ai été demandeur d'asile. Lorsqu'on est demandeur d'asile dans un pays, pour pouvoir obtenir un titre de séjour dans ce pays-là, D'accord. on n'est pas, c'est le pays dans lequel on n'est pas fier d'être qu'on présente. Donc, ils n'ont forcément rien à dire, à gagner pour dire qu'ils sont ivoiriens, pendant qu'ils cherchent une porte Très dans bien. le pays. Je voulais juste te S'il faire vous une plaît. précision, J'ai- si tu j'en ai permets fini. quand Non, même. non, s'il vous plaît. Non, Il y a- je pense que Non. j'ai quand même le droit de faire la précision. Oui, mais on est d'accord, mais on dit s'il vous plaît. Ok, s'il Voilà, te plaît. Voilà, justement, donc, on va vous permettre de parler, mais comme manifestement, vous n'êtes pas deux à donner votre avis sur ce sujet important de l'immigration, il ne reste plus que 2-3 minutes. On va permettre à Edith et bien sûr à Sarah de réagir aussi là-dessus. Edith, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que je veux qu'on revienne quand même sur le sujet. Ouais, C'est je la vais déclaration essayer d'être, contradictoire entre un évêque et bien sûr les autorités ivoiriennes sur la nationalité. Non, au-delà même de la déclaration de Monseigneur Bruno Yedo et du renchérissement donc, du côté ivoirien, des autorités ivoiriennes, qu'on dise que les chiffres sont déclaratifs ou pas, il y a une réalité. Les Ivoiriens sont également candidats à l'exil. Ce qui a été dit, Entre, ouais. bien sûr. Je prends la route de l'exil qui a son point d'orgue au niveau de Daloa, même si le phénomène a diminué. Entre 2014 et 2017, on était au pic au niveau des départs illégaux à partir de cette zone de la Côte d'Ivoire, avec beaucoup de témoignages de Oui, jeunes. avec une gare et tout ça. Exactement, et même une radio communautaire qui essaie de sensibiliser les jeunes à rester donc, à Daloa. Mais au-delà de ça, oui, il y a des Ivoiriens qui partent, qui sont candidats à l'exil, qui vont tenter le Beaux-Arts. Et il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes, parce qu'en majorité ce sont des jeunes, qu'est-ce qui pousse ces jeunes à être candidats à Est-ce que l'exil? vous avez les Le réponses, Edith? Oui, je vais y venir. On parle de chômage. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps. Oui, On je n'ai pas beaucoup de temps, mais le chômage, il faut régler ces questions de chômage, de précarité de vie. On a parlé tout de suite avec le grand frère John Jay de Kadhafi. On cherche des exutoires, on cherche à oublier la réalité de nos problèmes et les jeunes, malheureusement, sont les plus exposés. Il y a une réalité, oui, on aura une bataille toujours de chiffres parce que c'est déclaratif, mais il y a quand même des jeunes Ivoiriens qui sont candidats à l'exil et il faut pouvoir les maintenir dans leur pays Très bien. en leur permettant Merci, d'avoir Edith. des opportunités. Sarah, vous regardez ça, vous avez une histoire avec évidemment l'immigration. Vous êtes ici en Côte d'Ivoire pour une immigration plutôt légale. Comment vous regardez tout ça, vous, de voir comme ça des concitoyens Il y a l'histoire aussi de mes parents, africains, marocains, qui ont migré en France bien sûr, de manière légale. Je n'avais pas envie normalement. de commencer par là-bas. Non, mais bien sûr, c'est un sujet qui me concerne, c'est un sujet qui touche à l'actualité. Chaque jour, on parle de ces problèmes d'immigration clandestine. J'avais juste envie de réagir très rapidement par rapport à ce communiqué, parce qu'à ce jour, il n'y a pas de vérification qui a été effectuée avec le concours des services compétents en Côte d'Ivoire pour s'assurer de la nationalité, comme le prévoit, parce qu'il y a un accord multilatéral entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Donc la vérification n'a pas été faite. Maintenant, effectivement, la première question qu'on se pose, et elle a été soulevée par Herman et Daouda, c'est pourquoi est-ce que des Ivoiriens qui ne sont pas Ivoiriens des personnes qui ne sont pas Ivoiriens se présenteraient comme des Ivoiriens et si tel est le cas, si ce chiffre est avéré, pourquoi est-ce qu'il est aussi élevé? Il y a plusieurs raisons, je pense, à cela. La première, c'est effectivement, il y a peut-être des facilités quand on a le passeport ivoirien, etc., surtout quand on se fait arrêter en Europe, etc. Et peut-être que dire « je suis ivoirien » au lieu de malien ou sénégalais, je ne sais pas, ça apporte des facilités ensuite pour le retour, l'expatriation,
pouvoir peut-être même retenter, repartir ou pas. Ce chiffre est peut-être vrai, ou alors on est proche de la réalité. Là, la question qu'il faut se poser, c'est mais pourquoi? Parce que comme vous le dites, la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays où la croissance économique est l'une des plus dynamiques sur le continent, à côté de l'Éthiopie et du Sénégal. C'est un pays où il y a énormément d'opportunités qui se créent, etc. Mais il faut savoir quand même et reconnaître qu'il y a des inégalités quand même. Si moi je vis bien, si vous, Christelle, vous vivez très bien, c'est peut-être pas le cas de tous les Ivoiriens. Et il y en a qui se trouvent dans une situation de désespoir telle qu'ils ont envie de traverser la mer et au risque péril de trouver peut-être une vie meilleure. Donc, c'est un pourcentage à prendre peut-être avec des pincettes parce qu'il reste à vérifier. Mais je pense qu'il y a tous ces sujets à explorer du pourquoi, du comment. Elle nous dit qu'il y a tous ces sujets à explorer. On aurait donc 4 heures d'émission qu'on finirait pas de parler justement de ces drames qui se jouent donc au bord de la Méditerranée. Je pense que évidemment l'actualité va nous ramener ces sujets-là. Nous, on espère juste que tous ces drames vont permettre au peuple d'apprendre à mieux se parler, les peuples africains, les peuples européens. On va marquer notre pause. Bien sûr, c'est le point info sur la FTV. À tout à l'heure. On continue comme ça avec vous encore 30 minutes pour dérouler et parler de choses d'intérêt pour la communauté. Et les choses d'intérêt, c'est la politique nationale, on en parlera. Et ce sera aussi la politique étrangère, pourquoi pas. Nous allons recevoir ici même une femme politique. Oh, les femmes politiques manquent sur l'échiquier africain. Elle vient du Mali, on en parlera dans un court instant, Christelle. Mais d'abord, il faut qu'on donne un petit point. Le Conseil d'État travaille depuis quelques semaines déjà à donner des résultats des contestations. Et là, tout à l'heure, on a appris que des résultats sont tombés. Exactement. Et on en sait quelque peu. Exactement, André. Des résultats sont tombés, des résultats très attendus, comme Coco dit. Donc, la demande en recours d'annulation de M. Eric Taba a été rejetée. Ensuite, Divo également rejeté, Yopougon rejeté. Oumé, élection municipale annulée. Plateau, requête rejetée. Trècheville, requête rejetée. Divo, requête rejetée. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Pour l'instant, voici ce qu'on peut dire, mais globalement, un court avis, les amis. Le Conseil d'État fait son travail. Vous pensez que tout cela, c'est sur la base des renseignements qui ont été donnés par les différents contestataires et ceux dont on contestait la victoire. Pour vous, les choses roulent normalement ou pas? Le Conseil d'État a fait son travail. On va dire, qui sommes-nous pour pouvoir mettre en doute le travail de vérification du Conseil d'État? Donc, je pense qu'aux différents candidats et à leur équipe d'accepter donc la décision du Conseil d'État et de passer à la prochaine étape, même si on aura encore quelques années avant d'aller à d'autres joutes concernant les élections municipales. Mais il faut accepter le fait que les recours aient été rejetés et d'avancer tout simplement. Herman, votre point sur la question? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que généralement, j'ai vu les anciens recours, je ne connais pas encore le libellé de la note du Conseil d'État, mais le motif, c'est généralement, on dit que les recours sont mal fondés. Ils ne disent pas que ces recours ne sont pas pertinents, mais sont mal fondés. Et déjà, ici, on a vu que certains avaient eu des difficultés à pouvoir faire en sorte de collecter de façon que ça puisse être des pièces au niveau judiciaire qui tiennent. Ça, on a constaté. Même s'il y avait quelque part des irrégularités, ceux qui ont fait des recours n'ont pas forcément eu dans ce cas-ci, on n'en sait pas encore. Oui, je me base sur les différents recours qui ont été prononcés déjà. C'est sur l'argument que ces recours ont été mal fondés. Donc je me dis, pas que ça ne soit pas pertinent, mais les pièces n'étaient pas convaincantes. Très bien. Très bien. Bon, moi, j'ai vu, comme je le disais ici, il y a des requêtes qui ont été rejetées parce que dans un premier temps, soit ça a été mal présenté, comme Herman l'a dit. Comme ça a été dit. Mais il y a un point qui attire mon attention. On me dira sûrement que oui, je travaille sur la chaîne de Fabrice Aounian, mais pour cette élection que nous avons vue au plateau, ce n'était pas une élection. Parce que quand on sait que d'ores et déjà le président de la CEI est allé sur une autre chaîne pour dire qu'il y a eu des irrégularités, il y a eu soudoiement, il y a eu corruption. Il a dit précisément que l'un des membres, enfin l'un des présidents de la CEL, donc la CEI locale, a été corrompu. Donc, quand on affirme cela sur une chaîne et qu'après, nous-mêmes, CEI, on n'annule pas l'élection et qu'après, on va avec des requêtes au niveau du Conseil d'État, qu'on rejette encore une fois cette même élection. Pourtant, on a vu que le plateau a été l'une des communes où
Mais les gens ils n'ont même pas voté. La CEI était obligée de venir dire on vote jusqu'à 22h. Ça, de l'histoire, de mémoire, j'avais jamais vu ça, qu'on puisse voter jusqu'à 22h. Mais alors sur ça, sur Daouda, pour rester quand même assez aussi impartial, même si évidemment nous on pense à peu près comme Daouda, mais il faut être journaliste. Est-ce que finalement, bien qu'on ait été au plateau ou ailleurs, le Conseil d'État n'a pas jugé sur pièce ça? Est-ce qu'on peut le dire? Non, je me dis, dans le cas peut-être aujourd'hui du plateau, pour ce qu'on a pu voir, peut-être que le dossier qui a été monté par les huissiers ou les avocats du plateau, peut-être que ça a été mal monté, mais je pars du principe même que dès l'instant que le premier responsable d'une institution dit affirme qu'il y a eu corruption dans une commission locale, je veux dire, dès cet instant-là, on devait annuler cette élection. Très bien. Sarah? Oui, du coup, on est un petit peu curieux. On a envie de se dire, décidément, du coup, mais la seule commune pour laquelle le recours a été rejeté, annulé, pardon, on a envie de connaître les raisons. L'information est assez fraîche pour le moment. Je pense qu'on n'a pas tous les éléments d'information, mais il serait intéressant d'examiner quelles sont les raisons exactes dans les communes où les élections ont été annulées. Juste, je ne sais pas, ne serait-ce que pour comparer. Avec les autres communes, et bien comprendre effectivement les procédés et qu'est-ce qui confirme une annulation ou pas. Mais la majorité a été annulée quand même. Oui, à Oumé, on a rejeté. À Oumé, on a eu une annulation, mais la majorité ont été rejetées. Voilà, donc il y a eu très peu d'annulations d'élections qui vont être prises par rapport à l'ensemble des contestations. En tout cas, c'est ce qu'on voulait dire. Cette circonscription. Voilà, on voulait dire très rapidement, donner cette actualité qui est toute fraîche, comme on pourrait dire aussi qu'elle est toute chaude. Voilà ce qu'on peut dire des travaux. Assurément qu'on aura le temps dans d'autres programmes de pouvoir développer, parce que les informations qui arrient, c'est requêtes mal fondées, donc rejetées à chaque fois. D'accord, mal fondées, rejetées. Voilà. Donc dès demain, nous allons lire les attendus du Conseil d'État et vous donner justement la teneur exact des raisons avancées par le Conseil d'État. Merci évidemment pour ces éléments donc, de réponse que vous donnez à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent justement dans quelles conditions la démocratie ivoirienne est en train de marcher et de vivre. Celle qui va nous rejoindre, Christelle, c'est Kadidia Fofana. C'est une femme politique malienne. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle s'est faite remarquer quelque part, là où il y a une sorte d'unanimisme autour de la junte. Elle s'est faite remarquer en claquant la porte d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire sur la situation dans son pays, le Mali? Nous la recevons aujourd'hui. Bonsoir Madame, Kadidia Fofana, et merci d'être là. Merci. Vous êtes femme politique malienne, on parlera avec vous de l'actualité dans votre pays, de la lutte contre le terrorisme, et aussi pourquoi vous êtes partie, pourquoi avoir donné un son discordant, pourquoi avez-vous claqué la porte à la junte? Ok, je vous remercie tout d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez en m'invitant sur votre plateau. Moi, c'est Kadidia Fofana, je suis élue communale en commune 2 du district de Bamako, présidente de plusieurs mouvements. Alors, c'est vrai que certains diront que je suis une opposante au pouvoir actuel, mais non, pour moi, c'est une manière de soutenir la transition. Je suis malienne avant tout, je soutiens la transition, mais dans la vérité. Mais il y a un mais. Et c'est la vérité pour vous? C'est la vérité pour moi. Et pour vous, quelle est cette vérité-là? Alors, cette vérité, il faudra donner déjà la bonne information aux Maliens, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les propagandistes qui ont décidé de donner des fausses informations via les réseaux sociaux. On fait de la désinformation. Et pour moi, ce n'est pas aider la transition en tant que telle. Quel type de désinformation? Justement. Il y en a plusieurs. On donne beaucoup de désinformations par rapport à la situation sécuritaire, par rapport au développement même du pays, par rapport au niveau de vie des Maliens aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas aider la transition, ce n'est pas se voiler la face. Aider la transition, c'est être réaliste, être conscient des enjeux
parce que le Mali connaît quand même une crise multidimensionnelle depuis plusieurs décennies. Donc vous dites en fait que les propagandistes enjolivent un peu la situation, qu'ils masquent la vérité de la... Tout ne peut pas être parfait. C'est vrai que les autorités actuelles ont posé des actes salutaires, notamment le renforcement de capacités des militaires. Mais à côté de cela, malgré tout, l'insécurité règne toujours. Elle ne fait que s'agrandir. Des Maliens sont en train de s'entretuer. Et donc, pour moi, ce qui serait bien, non seulement c'est de donner la bonne information, elle est capitale, mais au-delà de cela, c'est aussi être du bon côté de l'histoire. Et être du bon côté de l'histoire, ce n'est pas être un béni oui-oui, c'est savoir dire c'est bon, ce qui est encourager quand c'est bon, et que lorsque ce n'est pas bon, c'est aussi avoir le courage de le dire. Merci beaucoup, Mme Fofana. On a une intervention de Daouda. La question que j'aimerais poser, elle est simple. Dernièrement, le président de la junte malienne, M. Assimi Goïta, qu'on voit à l'écran, a dit qu'il ne pouvait pas organiser les élections parce que le fichier électoral serait dans les mains d'une autre société française. Selon vous, en tant que femme politique, est-ce que vous pensez que le président de la junte malienne a envie d'aller... Et qu'il aurait une dette à payer. L'ordre constitutionnel soit rétabli au Mali aujourd'hui? Bon, pour vous rectifier, ces propos ne viennent pas personnellement du président de la transition. Ces propos viennent du ministre en charge de l'administration territoriale. Et donc, tout comme vous, je suis en déplacement, j'ai appris ça sur les réseaux sociaux. Alors, pour moi, en fait, le gouvernement n'a pas atteint ses objectifs. Ses objectifs, c'est que nous avons décidé d'aller aux élections en février 2024. Et lorsque on se fixe un objectif, il faut se donner les moyens de les atteindre. Alors, voilà, donc... Alors, l'intervention du ministre est quand même validée par tout le gouvernement, l'explication qu'il a donnée quant au report des élections. Oui. Ou c'est une vision personnelle du ministre? Non, ce n'est pas une vision personnelle. C'est la vision du gouvernement, très bien. Herman. Une question à Kadidia Fofana. Tout à l'heure, elle disait qu'elle soutenait la junte au pouvoir. Quels sont les éléments essentiels sur lesquels vous vous fondez pour soutenir un régime que les gens appellent le régime putschiste? Bon, vous savez, le Mali, tout comme d'autres pays de la sous-région, ont connu ces dernières années des coups de renversement de pouvoir. Il y a plusieurs raisons, je vais dire, à cela. Il y a la mauvaise gouvernance de nous, les acteurs politiques que nous sommes, puisque vous verrez que ces coups d'État reçoivent généralement l'assentiment populaire des populations. Les populations accueillent à bras ouverts ces coups d'État sans même savoir les conséquences que cela peuvent entraîner, que ces coups d'État peuvent entraîner. C'est là où je voulais quand même vous arrêter, parce que je vous écoute vraiment tranquillement. Oui. C'est là où je voulais vous arrêter, c'est que vous savez justement les conséquences des coups d'État. Oui. Sauf que pour être de la jeune génération, pour assurer la relève, comme vous dites, vous adoptez aussi, on va dire, une attitude un peu populiste. Parce que vous auriez pu dire au peuple que le peuple se trompe en soutenant la junte. Parce que c'est ça où je me pose la question. En fait, je ne suis pas de ceux qui jouent au populisme. Pas du Pourquoi? tout. Pour qui me connaît, je ne vais jamais avec le dos de la cuillère. Ouais. Lorsque c'est bon, je le dis. Et lorsque ce n'est pas bon, je le dis. Donc, pour moi, je n'ai jamais soutenu un coup d'État. Soutenir un coup d'État, c'est travailler à la rupture constitutionnelle, c'est favoriser le recul de la démocratie et c'est bonjour l'anarchie dans la sous-région. Donc je ne suis pas de ceux qui sont pour qu'il y ait un coup d'État, non. Mais à partir du moment où il y a eu un coup d'État dans notre pays, nous n'avons pas d'autre choix que d'accompagner les personnes qui sont là, parce que les coups d'État ouvrent la porte aussi à des personnes qui ne sont pas habilitées à gérer des pays qui se retrouvent au devant de la scène. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se limiter à critiquer, à condamner, ou est-ce qu'il faut accompagner de sorte que
des gens qui sont habilités puissent prendre la Donc relève. vous êtes dans l'accompagnement, mais dans la vérité, c'est ça. Très, très Daouda. bien. Daouda, permettez qu'Herman prenne la parole et après on revient à D'accord, vous. ok. Permettez. Bon, moi, ma deuxième question, en tant que jeune leader politique, quel regard qu'elle porte sur ce qui se passe au Niger, notamment l'intervention souhaitée par la CEDEAO, l'intervention militaire souhaitée par la CEDEAO au Niger? Alors, concernant le Niger, j'ai eu à le dire sur plusieurs plateaux. Au Mali, j'ai dit que la CEDEAO joue son avenir au Niger. Franchement. La CEDEAO, lorsqu'elle va prendre conscience qu'il ne faudrait pas laisser tomber le président démocratiquement élu, qui est le président Bazoum, qui est un résistant. Et moi, je salue sa résistance. Parce qu'à ce jour, depuis son renversement, à ce jour, il n'a pas encore signé sa démission. Et donc, officiellement, pour moi, il reste le président légitime, démocratiquement élu du Niger. Et la CEDEAO, non seulement elle joue son avenir là-bas, mais ceux qui sont aussi venus à travers les armes ou à travers des crises, eux aussi jouent leur avenir au Niger. Donc pour moi, la CEDEAO devrait revoir sa technique d'approche, être beaucoup plus Percutante. percutante. Ça vous rassure qu'il y ait quand même des missions de reconnaissance de la Côte d'Ivoire et du Sénégal Oui. au Niger? Très bien. Daouda. Merci beaucoup, Christelle. En fait, ma question aujourd'hui, c'est que quand on regarde les rapports diplomatiques entre la Côte d'Ivoire, l'ONU, même, comment on appelle ça, la France, qui est en train de se dégrader de plus en plus, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que femme politique élue locale, quel impact sur cette dégradation de la situation diplomatique entre le Mali et le reste du monde, quel impact ça a sur les populations? Ben, l'impact, je ne dirais pas que ça a un impact direct sur les populations, parce que lorsque le Mali est un pays qui doit pouvoir compter sur lui-même d'abord. Mais il est clair qu'il faut aussi s'ouvrir Au monde. Il faut s'ouvrir aux partenaires, il faut s'ouvrir à d'autres pays, bien entendu. Mais la chose sur laquelle moi je préfère m'appesantir, c'est lorsque les populations, par exemple, la population malienne n'a pas accès à l'électricité, lorsque elle a du mal à avoir accès à l'eau potable, moi je ne regarde pas les relations qui existent entre les populations. Ce que je regarde, ce sont les personnes qui sont là Les réalités sociales. Exactement, pour régler ces problèmes. Et ces personnes, ce sont les gouvernants. Et c'est eux les premiers acteurs qui doivent tout faire pour changer les conditions de vie des Maliens. Sarah, un instant. Edith. Je voulais rapidement demander, c'est vrai qu'on s'est, vous êtes prononcé sur la question du report donc, de la transition, mais est-ce que vous avez un cadre de concertation, donc personne on va dire de l'opposition, est-ce que vous avez un cadre de concertation avec la junte? Parce que, oui, on parle de report de la transition, mais est-ce que les discussions continuent pour amener la junte à pouvoir proposer un calendrier bien défini et clair pour vous, mais surtout pour les populations que vous voulez accompagner? Alors, il existe normalement, avant même qu'on annonce le report des élections, il a existé un cadre d'échange entre les partis politiques et le gouvernement. Donc aujourd'hui, en fait, moi, ce que je ne cautionne pas, ce n'est pas le fait que les élections aient été reportées. Mais les élections ont été reportées, d'accord, mais à quand? En fait, ce sont les vraies questions que les acteurs politiques qui sont les premiers concernés, notamment les partis politiques, doivent s'intéresser. Mais est-ce que dans ce cadre de concertation que vous avez, ces questions ont été posées? Que vous aviez ou que vous avez toujours? Non, en fait, il y a eu un cadre de concertation. Très bien. Mais maintenant, moi, je ne sais pas, puisqu'on a annoncé au moment où je suis en déplacement. En tant que femme politique aujourd'hui au niveau du Mali, qu'est-ce que vous envisagez pour que la situation puisse changer?
Et comment vous voyez l'avenir du Mali? L'avenir du Mali, il va falloir que les Maliens se mettent ensemble. Ça, c'est primordial parce que cette crise existe. Cette crise existe parce que les Maliens sont divisés. Cette crise existe parce que nous n'avons pas pu transcender nos différends. Donc, lorsqu'on va comprendre que nous n'avons pas d'autre choix, si notre réponse n'est pas l'union, nous risquons tous gros. Lorsqu'on va comprendre cela, je pense que... Oui, merci. Moi, j'ai juste une question, surtout sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, on suit tous de très près ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger. La première question que je me pose, c'est d'avoir peut-être votre analyse, votre retour sur la situation sécuritaire au Mali, ce que vous pensez aussi de la gestion du terrorisme actuel. Parce que sans sécurité, voilà, on ne peut pas se projeter sur le long terme, parler de développement, etc. Je pense que c'est un point important et je serais curieuse d'avoir votre retour sur ce plan au Mali aujourd'hui. D'accord. OK, en fait, la question du terrorisme est une question assez complexe. Elle ne peut pas être gérée totalement pendant une période transitoire. Ça, c'est clair pour moi. Nous sommes frappés par le terrorisme, par le djihadisme. Il y a ce qu'on appelle chez nous les ex-rebelles qui se sont rebellés, qui ont repris les armes. Donc, nous faisons face à plusieurs fronts. Et pour moi, la question du terrorisme, c'est une question assez capitale dont pas seulement ces pays qui sont touchés aujourd'hui, mais les pays voisins aussi doivent s'approprier de cette question parce qu'on se dit souvent que ça n'arrive qu'aux autres. Et un jour, ça pourrait arriver à tous. On ne le souhaite pas, que Dieu nous en garde. Mais pour moi, la question du terrorisme, il faudra la traiter avec beaucoup de vigilance. Parce que lorsque vous me dites qu'il n'y aura pas de développement sans sécurité, en fait, pour moi, les deux vont de pair. Les Yad Agali, les Amadou Koufa, leur force, ce sont ces Maliens qui travaillent pour eux. Et ces Maliens travaillent pour eux parce qu'ils n'ont pas d'autres opportunités, parce qu'ils n'ont pas d'issue. Donc, il faut non seulement régler la question sécuritaire, mais à côté de cela, il faut impérativement régler le point de développement. Très bien. Pour que les jeunes ne soient pas amenés à grossir les rangs des terroristes. Nous allons finir cet entretien. Je souhaiterais quand même revenir sur une situation qui a énormément marqué donc, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'était vraiment l'affaire des 49. Comment vous avez vécu ça? Et j'ai cru comprendre que vous aviez eu une position un peu plus médiane. Oui. En fait, pour moi, la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères. La Côte d'Ivoire et le Mali sont liés géographiquement, économiquement, historiquement, tout ce que vous voulez. D'accord. Et donc, ma position, elle a toujours été claire. J'ai dit qu'il fallait primer, mettre en avant le dialogue. Parce que on ne peut pas, un pays comme la Côte d'Ivoire, je l'ai dit dans mes propos, j'ai dit, vous venez en Côte d'Ivoire, vous tirez sur 100 personnes, dites-vous que vous aurez tiré sur plus de 60... Non, 60. Au moins, je dis minimum. J'ai dit au moins 60 Maliens. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas dissocier ces deux nations-là. Donc, pour moi, c'était un malaise, mais j'ai salué la maturité des populations. Très bien. Qui ont su rester en dehors de cette crise-là. Et j'ai aussi salué les deux. Herman insiste pour vous poser une toute dernière question. C'est 30 secondes après. J'ai une dernière. Au Mali, vous accompagnez la junte au pouvoir, hein, selon ce qu'on a entendu. Mais vous souhaitez quand même que la CEDEAO prenne ses responsabilités concernant le Niger. Pourquoi ce deux poids, deux mesures, Kadidia? Peut-être que vous ne m'avez pas très bien compris. Parce que la CEDEAO, en fait, elle a commis des erreurs. Elle a laissé passer beaucoup de choses. C'est ça. Que ce soit au Mali ou ailleurs. Partout où les coups d'État ont été effectués, la CEDEAO a essayé, c'est vrai qu'elle a joué... un peu latente, selon vous? Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est à cause en partie de
de cette mauvaise gestion de ces affaires-là, de ces coups d'État-là, que la CEDEAO se retrouve aujourd'hui dos au mur. C'est pourquoi je tire encore sur la sonnette d'alarme en leur faisant comprendre qu'il joue ou qu'elle joue son avenir au Niger. Au Niger, très bien. Vous l'avez dit, en tout cas, vous êtes une femme politique, vous avez de l'ambition. On va dire le prochain point que vous souhaitez atteindre, c'est bien sûr l'élection présidentielle. Et pourquoi pas avoir une femme arrivée à la tête de la présidence malienne, donc une femme trônée au palais de Koulouba. On vous le souhaite. Merci. Alors, ça a été donc 1h et presque et demie, non, 1h15 de propos, mais 1h30 d'informations que nous avons partagées avec vous sur Live TV. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous les amis, Christelle. Oui, merci André, merci à Mme Kadidia Fofana, qui, je rappelle, est femme politique malienne. Merci d'être venue. Sarah, Edith, Herman, Daouda, merci à tous et à toutes. Et nous, on se retrouve demain donc, pour un autre grand talk. D'ici là, portez-vous bien et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.